Go. Alors, Jean-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que tu es quelqu'un qu'on ne présente plus, mais quand même. Donc, Jean-Marie Richard, on va dire expert en communication maintenant. Tu peux, peut-être. Qui a une expérience. Grande gueule, si je peux me permettre, bien connu à Maurice et à Qui Rodrigue. dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Et plus récemment aussi, auteur d'ailleurs de Cachotterie. D'ailleurs, tu me l'as offert, mais tu me l'as pas encore dédié, donc peut-être après ça, tu pourras On va le faire. dédicacer. Donc, encore une fois, merci d'être là. Merci Salam d'être- alaikum. Wa alaykoum salam. Merci d'être dans Nutu Mental. Tu es d'ailleurs le premier, et j'espère pas le dernier homme qui participe au podcast. C'était un plaisir. C'est un peu plus compliqué, je crois, chez les hommes d'être ouvert et de parler de sa santé mentale. Il y a une attente, je dirais même, de la société, que l'homme doit être fort, doit être Fort. macho. Sans aucune hésitation, sûr de lui, Ouais. et toutes ces images préconçues qui font fi un peu de la faiblesse innée et inhérente de tout être humain. Et a priori, un homme, une personne de sexe masculin, est aussi une personne fragile, est une personne qui a des doutes, une personne qui a besoin de se sentir réconfortée, qui a des certitudes et aussi beaucoup d'incertitudes. Ouais, exactement. Donc, merci d'être là aujourd'hui, j'espère que tu pourras être vulnérable, ouvert pour que, on puisse briser encore une fois un autre tabou, c'est-à-dire que les hommes aussi puissent parler ouvertement de la santé mentale, de ce qui va et ce qui ne va pas, et de pouvoir pleurer quand il faut pleurer, crier Ah, je suis quand un il faut grand pleurer. pleureur. Je suis un grand pleureur. Donc, on a mentionné ton livre, Cachotterie. Et dans ton livre, tu parles, entre autres, d'un séjour en prison, à la prison centrale de Beaubassin, et d'une longue, très très longue... Un parcours du combattant avec- pendant 12 ans à essayer de faire triompher la vérité, ce que j'ai réussi. Et par rapport à une machine infernale, pour reprendre le terme de cette pièce de théâtre qui va puiser dans le théâtre antique et qui a été repris par, je pense, Cocteau, la machine infernale. Cocteau ou Camus. Non, c'est pas Anouilh ou Cocteau, j'ai plus de... Et cette machine infernale où s'imbriquent des intérêts mafieux, disons-le, entre des petites frappes, trafiquants, des policiers, On va pas des trop- magistrats Ouais, et tout ça. ouais. Mais bon, ça existe, c'est une réalité. Ouais. Et être confronté à ça, c'est une épreuve quasi initiatique. Donc, tu as parlé de toutes les circonstances en long et en large dans ton livre, donc on va pas vraiment revenir sur les circonstances. Je sais que tout commence vraiment par une agression, et de là s'ensuit les 12-13 prochaines années, et surtout le séjour en prison qui a donné naissance à ton livre. C'est l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur. Ouais. D'abord, j'invite tout écouteur qui serait intéressé dans le système judiciaire mauricien de lire ton livre déjà. Mais comme j'ai dit, tu as déjà parlé des Oui, circonstances dans ton je livre. dis ce que j'avais à Voilà. dire. On va- C'est derrière moi, cette voilà. affaire-là. Et on va pas parler des circonstances aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, et je pense ce qui intéresserait notre... J'imagine c'est l'après. Et comment est-ce qu'on sort de ça? Écoute, d'après toutes les conversations qu'on a eues jusqu'à présent, par rapport à ton séjour en prison, il paraît court, c'est quoi, 3 jours. 3 jours? Intense. 3 jours, mais sauf quand maintenant que je te connais, avec nos conversations, tu as quitté la prison, mais elle ne t'a pas quitté. Non, je crois qu'il y a... Nous vivons dans deux mondes parallèles. La prison est là. La prison est le reflet de notre société. Et en étant en prison,
on voit the dark side of the moon, comme on dit. Et ça a été pour moi un élément révélateur, un élément déclencheur, et quelque part une épreuve douloureuse, parce que être privé de sa liberté, c'est quand même quelque chose de difficile, de contraignant. Mais ça a été un sujet de rencontre et une expérience humaine extraordinaire. Mais parle-nous de ton expérience. Quel a été l'impact sur ta santé mentale? Comment est-ce qu'on s'en remet? D'ailleurs, est-ce qu'on s'en remet de ce séjour en prison? On ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas, mais on arrive à dépasser le ressenti et l'émotion. Entrer en prison, déjà, il faut savoir qu'on quitte le Black Maria, qui est le véhicule dans lequel on est emmené, et menotté, et on nous fait nous courber la tête pour passer à travers d'une petite porte cochère. On rentre dedans. Donc c'est une façon de vous dire, ici, vous allez courber l'échine. Okay. Ensuite, on est enfermé dans une cage, une véritable cage aux fauves, où il y a là des gens qui sont en manque, comme dit en créole, fatienne, et qui vous demandent des cigarettes, et vous demandent plein de choses, et qui vous agrippent presque, quoi. Donc, on est là, on se dit, mais où je suis là? Où je suis? Et ensuite, il y a toutes les procédures avec les médecins, le médecin, l'infirmier et tout. Et le lendemain matin, mon premier soir, j'entendais les gens crier, parler, s'insulter, insulter les gardiens et tout ça. Alors, il y a des voix qui circulent dans la prison, et puis il y a un chat qui miaule. Le chat, on ne sait pas d'où il sort. Tu parles de ce chat. Je parle du chat, oui, je parle de ce chat. Un chat qui miaule, et c'est le chat d'un prisonnier qui est parti. Et le chat, lui, il est resté. Et il cherche toujours son maître. Donc c'est tout un kaléidoscope de sons, de bruits, de paroles, de jurons, d'interpellations et tout ça. Puis le lendemain matin, on se lève pour prendre le petit déjeuner. Et vraiment, on n'a pas faim. Moi, je voulais rien prendre. Et il y a eu un tonton là qui est venu, qui m'a dit, bye, connais, vous avez mangé là parce que vous avez la fosse là. Premier geste d'humanité dans cet univers totalement déshumanisé. Et après, ça a été, c'était comme ça jusqu'au 3e jour. Jusqu'au 3e jour, il y a eu des rencontres, il y a eu des histoires partagées, il y a eu des moments partagés aussi avec ce petit jeune homme qui était complètement perdu, certainement en manque de substances. À qui j'ai partagé quelques versets, quelques sourates du Coran en français. Ça l'avait un peu apaisé. Je me souviens quand je suis parti, je lui dire au revoir. Il dit à moi, aïe, pas quitte-moi tout seul là, qui m'a pour faire, etc. Bon, il y avait de la manipulation aussi dedans. Je sais parce qu'ils ont besoin de se sentir cajolés, tout ça. Mais c'était vraiment humain. Et la personne, quand je suis sorti de là, je me dis, il faut que je raconte tout ça. Ouais. On t'applaudit déjà pour ça, pour avoir osé raconter ce qui s'est passé ces 3 jours derrière les barreaux. Mais je t'entends parler de ça et j'ai l'impression que tu y es dans ta tête quand tu racontes ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je vais faire une confidence. Quelquefois, ça me fait du bien d'y retourner. D'accord. Ça me fait du bien d'y retourner pour revivre ces moments d'humanité intense. Je crois que il y a des humains là. Il y a des êtres humains. Il y a nos frères humains. Et les humains sont à la fois les gardiens que les prisonniers. Et les infirmiers. Et tout ça. Il y a quelque part une humanité qui est... c'est un univers très dur. C'est un univers vraiment, vraiment, vraiment extrêmement dur où il n'y a pas de place pour l'émotion. Mais, quelque part,
en grattant un peu, en faisant l'effort, en tendant une oreille, en se mettant dans une situation d'écoute, on arrive à entendre les murmures de cette humanité. Et quelquefois, oui, j'ai envie d'y retourner pour ressentir ce que j'ai vécu et qui me remettent en perspective par rapport aux gens que je rencontre en dehors. Et je crois qu'il y a cet exercice-là qui se fait. Et c'est loin d'être une coquetterie. Quelque part, c'est devenu un besoin. Ben, en tout cas, je trouve ça très, très beau de pouvoir dire, je suis allée en prison, mais j'ai fait face à l'humanité là-bas, parce qu'on a cette idée on a tous une idée préconçue de, bon, pour certains d'entre nous. Le stéréotype. On est allé en prison, on connaît le milieu, mais on a cette idée que les personnes qui y sont, gardiens comme détenus, il n'y a pas d'humanité ni d'un côté ni de l'autre, et c'est vraiment... Ce sont des sous-humains. Voilà. Mais en tout cas, c'est très beau ce que tu nous dis, en tout cas, que tu allais de prendre ce séjour, ce passage en prison avec positivité, c'est-à-dire sur ta vie, et de pouvoir d'y retourner plutôt de temps en temps pour avoir un peu comme un reality check, c'est ça? C'est un reality check. En tout cas, ce qu'il y a une chose de sûr, Nadja, c'est qu'il y a un avant et un après de cet épisode. Une deuxième thématique de ton livre, enfin de ta vie, tu as fait face à beaucoup de choses, mais notamment tu parles d'avoir été en cours, dans différents cours d'ailleurs, pas une seule cours, pendant plus d'une douzaine d'années. Je suis sûre que toi et moi, on aurait pu parler pendant des heures et des heures sur le système judiciaire, sur les délais, les attentes, etc. Et les dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements. Il y en a, hein? Oui, mais et comment? On ne va pas parler de ça aujourd'hui, parce que, comme je dis, je pense qu'on en aurait pour... On peut refaire une série de Netflix, hein? Des heures, exactement. Mais ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de savoir comment est-ce que 12 ans de combat avec la justice, devant la justice, pardon, pas avec la justice, 12 ans de combat, aller en cours, voir ton agresseur, qu'est-ce que ces 12 ans de combat t'ont fait? Parce qu'on parle aussi on a parlé plutôt que tout ça découle d'une agression, donc le stress un peu post-traumatique. On a parlé, quand on avait discuté avant cet épisode, tu m'as aussi confié que tout comme moi, pour d'autres raisons, je prends des antidépresseurs. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ces 12 ans représentent sur ta santé mentale à toi. Comment est-ce que tu continues à vivre, comment tu as vécu, et comment est-ce que tu continues à vivre ce combat qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs, en fait. C'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour la vérité, et c'est un combat contre l'injustice, le mensonge, la calomnie et des accointances mafieuses. 12 ans, c'est une demi-génération. Mes enfants, ils ont subi ça de plein fouet. Et lorsque j'ai lancé ce livre, elles étaient déjà parties en France et elles ont témoigné. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point elles en ont pris. Elles ont encaissé par rapport à cette ignominie. Je ne souhaite à personne de vivre ce que la famille a vécu. Je ne parlerai pas là des impacts sur la vie professionnelle, sur la santé physique et bien sûr sur la santé mentale, je vais y revenir. 12 ans, c'est se sentir aux prises avec cette machine infernale dont j'ai parlé tout à l'heure,
où finalement tout se rejoint pour être focused sur une personne. C'est du character assassination. C'est aussi 12 ans de thérapie, parce que il y a un traumatisme, il y a un stress post-traumatique, et donc, mais après, c'est vrai que la vue d'un uniforme, une personne qui vous arrête pour faire son boulot finalement, Oui, oui. et on le ressent comme une possible agression. Donc à chaque fois, c'est-à-dire... Ça même, revient. Il y a des flashbacks qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Donc même dans un simple, par exemple, Oui, oui. control, Oui. véhicule Contrôle control. d'origine. J'ai eu 1 ou 2 cas où les policiers ont été très sympas, bonjour, etc. Et tout. Vraiment, des gens. Mais le Mais le stress stress est pour là. toi. Le stress est là. Constamment, à chaque Il vous fois. mine. Il vous mine et il vous tue à petit feu. Il vous consume. Donc il a fallu se battre et s'armer. Et tout seul, j'y serais pas arrivé. C'est intéressant que tu dis, il a fallu se battre et s'armer. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, parce que tu as parlé donc d'être en thérapie pendant 12 ans, mais qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, toi, d'être dans ta voiture, si tu te fais arrêter par la police pour un contrôle routier, comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui? Quels ont été un peu quels sont les tools in your toolbox? Non, dans mon toolbox, il y a tout d'abord de ne pas être réactif, d'être responsive. Quand quelqu'un est agressif ou cherche la confrontation, d'être aux antipodes de cela. Il n'y a rien de plus, désarmant pour quelqu'un qui est agressif qu'un sourire ou que dire bonjour monsieur. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris, que j'avais pas nécessairement au départ. Et donc ensuite il y a cette régularité dans la thérapie, Okay. où il faut quand même restituer tout ce qu'on a. Et malheureusement, quelquefois, des personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là sont des victimes collatérales de l'état d'esprit dans lequel on est. Il m'est arrivé de regretter d'avoir parlé d'une certaine façon à quelqu'un, et je me dis, merde, Jean-Marie, tu aurais pu dire ça d'une autre façon. Et très souvent, ce que je fais, j'appelle la personne et je dis, je suis désolé. Oui, mais de pouvoir reconnaître ça et d'appeler la personne et de s'excuser, c'est quand même, j'imagine, déjà aussi un grand travail que tu as fait sur toi, parce que de c'est essentiel. Pouvoir réaliser ça. C'est essentiel. Et je remercie la personne qui m'a accompagné dans tout ce labyrinthe qui remonte à beaucoup de choses. Donc non, c'est pas quelque chose de très facile. La santé mentale fait partie intégrante de notre être et de notre devenir et de notre interaction avec les autres. Il y a des choses dont nous sommes presque même pas conscients, qui impactent sur nous et qui font que on projette peut-être une image qui est bien loin de celle que l'on est au fond de nous-mêmes. Donc on est cloné de manière négative et les gens nous perçoivent de manière négative. Merci de me donner l'occasion. J'espère que les gens vont me voir sous un autre angle après ça. Exactement. Parce que oui, quand on voit Jean-Marie Richard, ton gabarit, ta présence, on aurait pu croire, ben voilà, ça c'est un homme entre guillemets typique, qui joue au rugby, qui a joué au rugby, et qui a très mal aujourd'hui. Et on aurait pu penser que, en te voyant, qu'on ne te connaît pas, déjà, ben, ça c'est un homme, un vrai homme. Un gladiateur, quoi. Voilà, il ne va pas s'asseoir sur mon sofa et nous parler ouvertement de sa thérapie, des effets que ça a eu sur sa santé au fil. Donc, je te remercie aussi, mais cette première étape vers la thérapie,
Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'automatique? Est-ce que c'est des proches autour de toi qui t'ont poussé à ça? Est-ce que tu as senti vraiment le besoin? Comment est-ce que ça s'est vraiment passé? Oui, il y a eu un besoin ressenti très fort. Et puis, je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un qui va me donner du bookshelf knowledge, etc. Bon. Mais après, au bout d'un certain moment, j'ai réalisé que je ne vais pas m'en sortir tout seul, quoi. Okay. Et il y a donc eu la démarche volontaire, parce qu'il faut que ce soit volontaire. Personne ne peut imposer cela. Il faut se dire, j'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de honte à avoir demandé de l'aide, ok. Et il faut vraiment vider son sac et se reconstruire autour de ce que l'on a trié dans ce sac qu'on a dévidé. Et aussi, ça met dans une posture plus favorable à écouter les autres aussi. Et très souvent, je me retrouve dans la situation d'écoute par rapport à des gens qui ont des problèmes. Et automatiquement, on connecte parce que il y a un besoin partagé de part et d'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on redécouvre cette petite lumière intérieure qui est dans nous tous. Et très souvent, on va chercher ailleurs ce que l'on a à l'intérieur de soi-même. Et la thérapie permet de retrouver, de raviver cette lumière intérieure pour qu'elle nous éclaire, nous, mais en même temps qu'on devienne, nous, un guide. C'est pas présomptueux ce que je veux dire, mais au moins, on devient au moins un exemple pour d'autres personnes qui ont ces difficultés-là, qui nécessairement n'ont pas le déclic à un moment donné. Si je peux, moi, provoquer chez les gens le déclic de ressentir ce besoin et de faire la démarche, ben, j'aurais fait quelque chose de bien, quoi. Voilà, et c'est ça aussi l'idée de ce podcast, c'est vraiment que les gens puissent écouter et se retrouver, dire ah ben moi aussi il y a quelque chose qui m'est arrivé et peut-être que en écoutant, on espère en tout cas grâce à ce podcast déjà de commencer une conversation autour d'un sujet qui est très tabou et que les gens puissent se parler entre eux et aller vers de l'aide parce que comme tu as dit plus tôt, il n'y a aucune honte, au contraire, à demander de l'aide, que ce soit à sa famille, à ses amis ou de l'aide professionnelle. Au contraire, moi, sans ça, aujourd'hui, je ne serais pas là. Hein. Ça, c'est sûr. Ça peut être ça peut être autre chose aussi, comme quand j'ai fait ma dépression en 2019 ou en 2020, je retrouve un chat sur le chemin, qui est mon chat, Midou. Il n'a toujours pas fait son special appearance aujourd'hui, mais donc j'ai ce petit être et il devient pour moi une raison de rester en vie. De rester là et de m'occuper de lui. Il devient une raison d'avoir envie de retourner à la maison tous les après-midi parce que I have something to look forward to. Il y a quelqu'un qui m'attend et je sais que la relation que j'ai avec lui c'est une relation magique et positive et c'est quelque chose c'est grâce à lui en tout cas que je suis toujours en vie et grâce à la thérapie aussi. Mais donc ça aussi c'est une forme de thérapie, s'occuper d'un animal. Il y a toutes sortes de formes de thérapie. Bien sûr, je rejoins ça. J'ai 6 chiens, 3 chats, et les animaux nous donnent un sense of purpose. Tout comme mes enfants et mes petits-enfants maintenant. Et il a entendu parler de lui, il vient. Et par rapport au fait de rester en vie, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été tellement bas dans l'abîme. Et j'étais en face du gouffre. Il me fallait juste faire un petit pas en avant. Et c'était fini, quoi. Donc, il faut pouvoir assumer ça. Il faut pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui m'a fait déclic? Je dis, mais quand je serai parti, si mes enfants me voient, ils vont me voir comme ça. Qu'est-ce que ça va leur faire? Ça va les marquer à vie. Est-ce que j'ai envie de ça? Ben oui,
il Faut se poser la question. faut se poser la question. Oui. Donc, et puis, même par rapport à la maladie, parce que je suis quand même dialysé, et j'ai eu des moments très très durs où ben, c'était pas évident. Et je me suis dit non, il faut que je reste en vie pour pouvoir confronter ces barbares et ces tortionnaires, pour que je puisse leur demander justice après tant d'injustices. Ils ont continué à manger, boire, avoir des promotions pendant que moi, j'étais au plus mal. Aujourd'hui, je veux qu'ils sachent ce que la justice veut dire. Et c'est pour ça que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis battu pour rester en vie. Parce que j'aurais pu lâcher prise dès ma première déficience rénale. Et c'était fini, il y a 3 ans. Okay? Mais je suis là. Je suis encore là. Et je compte rester encore là, Inch'Allah, pour pouvoir les confronter une fois pour toutes et leur dire vous ne m'aurez pas. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est là je retrouve mes allures de combattant de rugby là. Hein, je peux me faire plaquer 10 fois, mais 10 fois je vais me relever et je vais avancer avec ce ballon quoi. Même pour toi, tu nous as parlé plutôt, tu nous as confié qu'après la publication de ton livre, tes filles qui étaient déjà Elles m'ont envoyé des messages voilà. pour la promotion du livre. On va pas parler bien sûr ce qui peut être personnel pour ta famille, entre tes enfants et toi-même, mais avoir reçu et compris ce message de tes filles et de savoir quel a été l'impact sur leur vie, qu'est-ce que ça t'a fait après toutes ces années? Salut Matou. Déjà, j'ai réalisé à quel point ça les avait affectés, plus que ce que je ne pensais, à l'école, avec les professeurs, avec tout ça. Mais elles ont émergé de ces difficultés d'une manière admirable. Elles étaient structurées, elles étaient bien articulées et elles étaient... Salut toi, viens, là moi je ma touche. Oui. Ah ouais. Alors elles étaient structurées et extrêmement supportives. Et là, je dois reconnaître que je dois le dire, merci à mon épouse, à Laurie, à elle-même. Par contre, là, il faudrait que tu le... Ouais. Voilà. Hein? Et pour leur soutien, parce que c'était pas du tout évident, quoi. Tous les jours, vivre avec cette épée de Damoclès sur nous tous. Les enfants qui, à l'école, recevaient des pics du style « Oui, ton papa est un prisonnier, il a été arrêté, la police l'a attrapé, etc. etc. » Ben, j'aurais bien aimé entendre les mêmes personnes dire aujourd'hui que je suis dans ma position où je suis aujourd'hui. Et de l'autre côté de la barrière, j'aurais bien aimé entendre leur murmure. Hein? C'est facile de tirer sur une ambulance. C'est trop facile de tirer sur une ambulance. Je pense que ça, c'est typique aussi de ce pays qui est le nôtre, où on parle beaucoup de compassion, de religion, de charité, mais l'empathie et la compassion, c'est à géométrie plus que variable. C'est un constat, qui n'engage que moi. Mes enfants, aujourd'hui, j'ai une fille qui a fait de la communication et qui m'étonne tous les jours par sa flexibilité intellectuelle pour pouvoir analyser et comprendre les enjeux. Une autre qui a mon esprit du sarcasme et de l'humour un peu noir. Donc on passe des moments extraordinaires ensemble, même à distance. Et puis j'ai mon fils dont j'accepte les seuls
quand je vais dire, j'accepte les raclets qu'il me met au golf parce qu'il est beaucoup mieux que moi, bien mieux que moi. Et donc, on a quand même retrouvé un équilibre tous ensemble pour dépasser tout cela. Mais c'est quelque chose qui les a marqués. Ouais. Et c'est quelque chose auquel elles se réfèrent souvent. Il y a des séquelles, hein. Il y a des séquelles qu'il faut jusqu'à maintenant gérer et essayer de cautériser, quoi. Ouais. Les plaies sont quand même très près de la cicatrisation. Ouais. Donc il suffit de gratter un tout petit peu. Quand j'ai vu les images, par exemple, des tortures au taser, ben j'ai pas pu dormir pendant une semaine parce que ça m'a rappelé ce que moi j'ai vécu. Donc c'est encore très vivace, ouais. Très vivace. Ben Jean-Marie, merci beaucoup. Je pense qu'on en aurait pu parler encore pendant très longtemps. Ah, il aurait fallu beaucoup plus de café, hein. Mais je pense que c'est un eye-opening conversation, comme on dit. Je pense pas que c'est assez courant, en tout cas, qu'un ex-détenu, un ex-détenu. Oui, j'ai mon certificat, hein, ouais. Il faut pas oublier, hein. Oui, un ex-détenu vienne nous raconter son combat et aussi les séquelles que la justice... L'injustice peuvent avoir sur quelqu'un, surtout quand c'est vraiment... Justice delayed is justice denied. Until now, it is denied. Donc, encore une fois, merci, Jean-Marie. Merci à vous. Et un petit disclaimer quand même. Nous Tout Mental, c'est un podcast que nous cause ban mental health issues. Il pas un remède à la santé mentale. L'aide existait dans Maurice, l'aide professionnelle existait ici, nous pas psychologue ni psychiatre. Donc, si vous besoin l'aide, pas tarder, l'aide existait dans Maurice, nous pouvons mettre dans description, ban lien, ban organisation qui est capable de téléphoner. Donc, pas oublier, like, subscribe. Merci.